Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. De quoi est-ce qu'on va parler? Tiens, alors on va aller se balader à Dubaï, les amis. Rencontrer alors un homme qui est pour le coup dans le monde de la distribution en France depuis très longtemps. Il a dirigé sa dernière boîte, c'était Monoprix. Avant ça, il y avait eu Darty. Avant ça, il y avait eu But. C'est Régis Schultz qui sera avec nous. Il nous donnera. Alors maintenant, il dirige un très grand distributeur sur l'Asie et une partie de l'Afrique. Donc il va nous raconter d'abord comment ça se passe là-bas, et puis ensuite on discutera ensemble quand même de ce qui s'est joué. Tiens, tenez, Carrefour, la bataille contre Amazon. Enfin, il suit ça évidemment avec beaucoup d'attention. Mais avant, petit rapport d'étape comme on le fait régulièrement. On en est où en ce qui concerne les bureaux? L'immobilier de bureau, le télétravail, le réaménagement du territoire. On va voir ça avec la Société Générale. On repart les amis, on repart. Alors on va pas mal parler d'immobilier d'ailleurs durant toute cette semaine. Tiens, tenez, c'est Alain Dinin, le premier promoteur de France, qui sera avec nous mercredi. Oui, voilà, c'est ça, mercredi. Donc on discutera avec lui largement de ce qui est quand même le résidentiel, qui est la base de ce qu'il fait. Même si quand même Alain Dinin, Nexity va un peu sur vos plates-bandes, Eric Groven. Mais là avec Eric Groven, le président de Sogeprom, donc la filiale de promotion immobilière de la Société Générale, on va parler des bureaux. Donc j'ai mis nouvelle donne pour l'immobilier de bureau, sans point d'interrogation. Même si je pense qu'on est... Quelle est la situation? Donc vous êtes, au cœur des choix et des arbitrages qui sont faits en ce moment, Eric Groven. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a une nouvelle donne? Alors moi j'aurais mis plutôt un point d'interrogation parce que il faut y aller. Il y a beaucoup plus d'interrogations que de certitudes. À quoi ressemblera le bureau? À quoi ressembleront les locaux, les bâtiments après la crise? Nous ne le savons pas encore. Pas encore. On ne le sait pas encore parce que la crise sanitaire, malheureusement, elle est pas fini. Ça n'est que lorsque la vie normale aura repris que l'on pourra voir comment l'impact de long terme se mesure. Aujourd'hui, on a des signaux qui sont contradictoires. Par exemple, avec le premier confinement, les salariés ont découvert le télétravail. Et dans un premier temps, ils ont aimé ça. Ça leur évitait de prendre les transports, les bouchons. Et aujourd'hui, nous assistons à une demande croissante de salariés qui veulent revenir sur site, au point que faire respecter la norme des 20% qui correspond à la journée de travail que les gens ont droit de faire sur site, c'est difficile. Donc on a à la fois la pérennisation du télétravail et des collaborateurs qui veulent revenir sur site. En même temps, si vous regardez la demande de mètres carrés, ce qu'on appelle la demande placée des entreprises. Ça, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'un côté, il n'y a pas de règle de proportionnalité entre le nombre de jours de télétravail et le nombre de mètres carrés. Par exemple, si on instaure des tiers-lieux qui seraient des espaces intermédiaire entre le domicile home office et l'office classique, on aura une demande supplémentaire de mètres carrés. Donc, l'équation a beaucoup d'inconnus, et moi j'aurais mis plutôt un point d'interrogation. Si on prend l'Île-de-France, vos tiers-lieux, on les voit bien le long de la 86, quoi. Voilà, enfin, le long des grandes rocades bien sûr, qui entourent l'Île-de-France et qui évitent effectivement des déplacements. Et il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a encore aucune indication dans les choix qui sont faits par les entreprises d'éléments, parce que ils commencent à réfléchir, on discute avec eux. J'aime beaucoup d'ailleurs récemment un DRH qui me dit il va falloir réinventer un pacte social. Ça, c'est sûr. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même intégré l'idée que, à peu près la moitié des tâches vont être faites en télétravail. Alors, on est en train de réinventer le pacte social parce que nous avons, les grandes entreprises, pour l'essentiel, signé des accords de télétravail nouveaux. À la Société Générale, c'est 2 jours de télétravail par semaine, extensible à un 3e jour pour certaines catégories de population. Et ça veut quand même dire que la demande placée va s'ajuster. Donc on sait à peu près où on va, mais l'à peu près dans le monde de l'immobilier, c'est pas une donnée extrêmement séduisante. Et donc il faudra réinventer le bureau, rendre le bureau à nouveau désirable, et on verra, in fine, comment les habitudes de travail, comment le pacte social de l'entreprise se réinventent autour des nouvelles pratiques et des nouveaux usages. Et franchement, ça n'est pas simple. Crack de l'immobilier de bureau? Crack, je ne sais pas. Pour l'instant, l'immobilier de bureau, il ressemble au roseau de La Fontaine. Il plie mais ne rompt pas. Il plie à peine en plus. Enfin, à peine. Quand on voit les résultats des grandes foncières, il plie à peine. À peine.
Mais très surpris de tout ça. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, c'est un peu comme s'il avait été congelé pendant le confinement et que la décongélation se fait progressivement. On n'est pas encore arrivé. Vous savez, quand vous sortez... On va sortir les pamoutes du permafrost. Mais sans sortir les pamoutes du permafrost, c'est vrai qu'il y a eu une phase de sidération sur le marché de l'immobilier, tout s'est arrêté. Les chantiers se sont arrêtés 3 mois, les gens ne venaient plus au bureau. C'est clair. Bref, le temps qu'on se réacclimate à ce que pourrait être un nouveau marché de l'immobilier de bureau, il y en a pour un petit moment encore. Et dans mes prévisions, moi je considère que si, à partir du 30 juin, début de l'été, tout le monde est à peu près vacciné, on pourrait repartir dans ce qu'on appelle le new normal, dans les textes des consultants, à partir de septembre. En tout cas, je l'espère. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, cette grande idée là qui revient régulièrement de transformation des bureaux en logements, dont j'ai entendu partout que c'était hors de prix et qu'il valait mieux mettre les bureaux par terre, mais en même temps on comprend bien, économie de matières premières, enfin voilà, c'est sans doute plus simple en termes de gestion de chantier. Là, il y a quelque chose ou pas? Écoutez, en tout cas, le gouvernement pousse pour. Oui, bien sûr. Un chiffre, sur les millions de mètres carrés qui existent aujourd'hui en France, 417 000 mètres carrés seulement depuis 3 ans ont fait l'objet de permis de construire transformation. C'est comme si vous essayiez de transformer votre 508 diesel en une 508 électrique. Alors c'est peut-être techniquement possible, j'en suis pas sûr, mais imaginons que ce soit possible. Combien ça va vous coûter de transformer votre 508 diesel en une 508 électrique? Donc, en fait, je le dis d'un mot, c'est un mauvais exemple, Eric, parce que ça coûte pas très cher. Mais bon, je referme la parenthèse. Alors, écoutez, moi, je vais pas essayer. On fera revenir ceux qui font ça, des entrepreneurs formidables. En tout cas, ce qui est important de dire là-dessus, c'est que il existe des bureaux qui ont pu être conçus dans l'idée qu'un jour on les transformerait. Et ceux-là, on peut les transformer. Mais ceux qui ont été conçus à l'ancienne époque pour faire du bureau en bureau, ceux-là ne seront pas transformables parce qu'il y a les questions de cage d'ascenseur, d'alimentation électrique, d'alimentation en eau qui font que, sauf à véritablement y laisser sa chemise, ça ne sera pas économiquement rentable. Il y a un sujet pour la défense, par exemple, là-dessus? Alors, sur la défense, on est plutôt dans une autre évolution, celle de la rénovation lourde des tours. Certaines sont engagées. Et puis, à terme, probablement, ça va signer la fin à la défense des tours monoblocs bureaux. On pourrait imaginer des tours où les premiers étages soient des commerces, puis un hôtel, puis des bureaux, puis des logements, puis en haut un hôtel. Pourquoi ? Parce que les tours de grande hauteur sont extrêmement chères à entretenir. Ce sont évidemment toutes les normes de sécurité et pour qu'elles soient supportables au niveau des charges, il faut les répartir entre différents acteurs et notamment des professionnels. Donc moi je crois que ce qui transformera la défense, c'est une mixité entre des usages différents et des tours qui, au lieu d'être monoservice logement ou monoservice entreprise, seront une espèce de patchwork assez joli quand mais celles oui, qui ça seront peut refaites. Parce ça peut être assez sympa. Mais puis c'était dans la tête des concepteurs de ces fameuses tours il y a maintenant pratiquement 30 ans, mais simplement ça n'a jamais vu le jour. Mais ça pourrait être effectivement, tout à coup, c'est un village finalement qui se retrouve concentré dans une tour. Absolument. C'est probablement ce vers quoi on va. D'abord parce que je crois que les usagers de ces immeubles n'ont pas envie de cette concentration, que ce soit la concentration de résidentiel ou de la concentration de tertiaire. Ce qu'on veut, c'est de la mixité. Mais bien sûr. Et de la mixité des usages et des services à proximité. Colocation. Colocation, coworking. Donc WeWork, Regus, l'ensemble de ces... J'ai l'impression que l'histoire se rejoue. Ça existait déjà. Oui. Enfin, moi, je suis peut-être un ancien de l'immobilier, mais rappelez-vous, il y a toujours eu des bureaux partagés à la semaine, au mois. Pas dans ces proportions. Pas dans ces proportions-là. Pas dans ces proportions, mais le concept n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'usage qu'on pourrait en faire de façon industrielle. Moi, j'y crois. Parce que ça permettra de faire dégonfler les sièges sociaux et de repeupler des espaces plus conviviaux et mieux dispersés. Maintenant, il faut voir ce que ça donnera. Ces tiers-lieux, Eric, là, il y a quand même un grand intérêt à ce qu'ils soient mutualisés, finalement. Bien sûr. Entre différentes entreprises. Ben oui. Et confié à un gestionnaire qui sera le gestionnaire du lieu. Dont c'est le métier. Dont c'est le métier. Et ça n'est pas... Ça vous intéresse, ça? C'est quelque chose qui peut vous intéresser? Alors, ce sont des choses qui nous intéressent. Nous, à la Société Générale, dans la promotion... On fait l'activité classique, développement foncier, construction et revente à un investisseur. C'est plutôt les investisseurs qui vont s'orienter là-dedans. Mais regardez, les investisseurs institutionnels qui avaient délaissé le logement s'y réintéressent. Aujourd'hui, ils s'intéresseront
à des tiers-lieux parce qu'ils assureront par la diversité des locataires une plus grande assise que d'avoir un seul locataire pour une grande tour. Il nous reste une grosse minute. Moi, je fais un rêve de bouleversement de l'aménagement du territoire qui réglerait mais énormément des problèmes de notre pays. Voilà, de la concentration urbaine autour de Paris au désespoir des Gilets jaunes. Est-ce que le télétravail, alors bien sûr pour ceux qui le peuvent, non, je vous vois faire la moue, vous pensez pas que ça va être la révolution de l'aménagement du territoire? Je partage votre rêve, Stéphane, mais soyons réalistes. Regardez les obstacles de toute nature qui s'y opposent. Aujourd'hui, on a une concentration de complexité entre la fragmentation des pouvoirs de décision, l'augmentation de toutes les règles et normes de toutes sortes. Je veux dire, ça devient un Rubik's Cube, l'aménagement du territoire. Donc, on peut tous souhaiter un choc de simplification, mais franchement, on en parle beaucoup, mais on ne le voit pas beaucoup. Il n'a pas eu lieu. Choc de simplification, il n'a pas eu lieu. Pas autant qu'il serait nécessaire pour réaliser votre rêve. Partagé. Rêve partagé. Partagé, bien sûr. Partagé. Éric Groven, donc président de Sogeprom, le promoteur de la Société Générale. Je vous le disais, juste pour terminer cette émission, j'ai tenu à faire une petite rediffusion. Parce qu'il se trouve que, alors bouchez-vous les oreilles Eric, parce que c'est la concurrence, enfin la concurrence. Il se trouve que vous avez vu tout ce qui s'est dit autour d'Orange Bank. Bon, on sait maintenant que non, c'est pas Orange qui veut se débarrasser d'Orange Bank, c'est Groupama, qui était l'associé d'Orange dans cette histoire, qui ne veut plus continuer cette histoire. Il se trouve que Paul Deleuze, le patron d'Orange Bank, était venu nous voir il y a quelques semaines à peine. Interview vraiment passionnante. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous la proposer. Éric Groven, donc le président de Sogeprom, était notre premier invité. On part à Dubaï pour parler retail et grande distribution. On est donc avec Régis Schultz. Bonjour Régis. Bonjour. Ravi de vous revoir. Donc, alors je le disais en sommaire, hein, mais j'ai fait la liste là, hein, quand même. But, Darty, Monoprix, j'en oublie pas, les grands distributeurs que vous avez dirigés en France avant de vous expatrier. Exact. La liste est bonne. Donc maintenant c'est Al-Futtaim Retail. Vous me racontez un petit peu. En fait, c'est un grand distributeur de marques internationales, c'est ça que vous dirigez en ce moment, Régis? Oui, en fait, c'est un conglomérat donc, dans lequel il y a plusieurs divisions. La plus grosse, c'est de l'auto, mais la division dont je suis en charge, c'est le retail. Et dans le retail, on est le partenaire d'IKEA sur la région du Moyen-Orient. On est le partenaire de Marks & Spencer depuis l'Égypte jusqu'à Singapour. Donc, on a toute cette géographie-là, en fait, qui descend vers Singapour. On est le partenaire de Inditex, donc Zara, sur l'Asie, Thaïlande, Singapour, Malaisie. On a la marque Toys R Us sur l'ensemble du Middle East. On a Sandro, Mage, un certain nombre de marques de fashion dans le portefeuille. Et puis, on a du bricolage avec Ace sur la région. On le voit alors, derrière vous d'ailleurs, hein, il y a voilà, on révise notre géographie, il y a l'Indonésie là qui est donc à votre gauche, on a évidemment les Émirats, on a l'Arabie Saoudite avec effectivement l'Égypte et puis alors on le voit pas là mais je vous l'avais demandé, c'est la Malaisie qui est aussi derrière vous, c'est-à-dire c'est des centaines de millions de consommateurs. La zone de chalandise, si on peut parler comme ça, Régis, c'est quoi? C'est 1 milliard de consommateurs? Oui, un peu moins que ça, mais oui, c'est pas loin de ça. Oui, c'est pas loin de ça. Et alors, ça fait un petit moment maintenant, mais enfin quand même, comme vous avez donné peu d'interviews depuis, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher avec vous? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le sentiment finalement que l'ensemble de ces consommateurs émergents ou émergés pour certains d'entre eux, alors Singapour, il y a longtemps que c'est fait, mais enfin, Malaisie, par exemple, c'est en train de se faire, l'Égypte, c'est en train de se faire, ils vont avoir des comportements qui vont se rapprocher des nôtres? Oui, je pense qu'en particulier sur le Middle East, on a quand même beaucoup de choses qui sont assez proches de ce qui se passe en Europe. L'Asie est un peu différente, a des évolutions un peu différentes, mais je pense qu'il y a ça, et puis il y a aussi le fait d'avoir une expérience au travers de tous ces métiers. C'est-à-dire que j'ai eu la chance dans ma carrière, et vous avez donné l'ensemble des enseignes, de toucher à l'ensemble du monde du retail, du food jusqu'au non-food, et je pense qu'on est peu à avoir eu l'occasion de diriger dans toutes ces activités retail. Et donc, je pense que c'est ces activités multiples qui les ont intéressés dans mon parcours. C'est quoi votre enjeu là aujourd'hui? Est-ce que c'est comme vous le faisiez quand on discutait ensemble de Monoprix par exemple, la transition digitale?
Oui, alors il y a eu un premier enjeu pour moi qui était le portefeuille d'activité. C'est quoi parce que quand vous avez c'est vraiment ce que moi je vois différent dans mon job d'avant où j'avais une enseigne à gérer là j'ai une portefeuille que ça soit géographique et d'enseigne et de secteur et c'est déjà de se dire c'est quoi sur quoi je veux focaliser, c'est quoi sur lequel je veux créer de la valeur et où je veux créer de la valeur. Donc j'ai après, bien évidemment, il y a le digital, mais c'est une transition qui est, mais c'est la deuxième priorité. La première, c'est où je vais investir, sur quel domaine. On a fermé des magasins, on a vendu des pans d'activité, etc. Donc, Ouais. qu'est-ce que je fais de mon portefeuille Revoir le portefeuille d'activité? d'activité. Voilà. Mais Et ça, est-ce que, c'est très alors, intéressant. à la lumière du Covid, alors justement, parce que j'ai envie de vous entendre là-dessus quand même, les enseignements. Alors d'abord, est-ce que il y a eu en Occident un choc considérable sur le retail, mais vraiment considérable, avec des plans d'aide plus ou moins importants en fonction des pays? Est-ce que le choc a été le même sur les pays que vous administrez aujourd'hui, Régis? Et puis, comment est-ce que vous voyez justement l'évolution des comportements de consommateurs et peut-être de vos portefeuilles de marque? Alors, je dirais que le choc a été plus ou moins important. Euh, c'est marrant parce que enfin, c'est marrant. Quand c'est arrivé, moi, je pensais que Singapour était le pays qui s'en sortirait le mieux. Et en fait, c'est le pays qui a été le plus restrictif et sur lequel on a eu le plus de jours de fermeture. Les Émirats se sont extrêmement bien sortis avec une qualité du leadership et des actions prises qui ont fait que on a franchement peu souffert sur la partie Moyen-Orient. C'est celle qui a le moins souffert. Malgré Et le tourisme, hein, malgré le tourisme. malgré le tourisme, parce que le tourisme représente qu'une part. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une grosse partie du Moyen-Orient vient faire du tourisme en Europe et n'est pas venue. Donc, on a eu un très, très bel été. Parce que normalement, l'été, une grosse partie des personnes vont en Europe et ne sont pas allées en Europe. Donc, en réalité, on a eu le phénomène un peu inverse. C'est-à-dire que, en fait, les gens n'ont pas voyagé et ça a été une consommation intérieure, en particulier sur la maison. On voit les mêmes trends que ce qui s'est passé dans le monde entier. C'est-à-dire, la maison, on a profité. Notre plus gros business, c'est Ikea et on a fait mieux que notre budget sur Ikea l'année dernière. Donc, avec pourtant des jours de fermeture, etc. On voit aussi le trend du e-commerce. En fait, tous les trends qu'on voyait se sont accélérés. Mais fondamentalement, ça n'a rien changé réellement. Simplement, ça a été un accélérateur sur la perte de vitesse du fashion et tout ce qui est fast fashion, la montée de la maison comme étant un lieu sur lequel on veut investir et on veut vivre, et puis le digital. Et je pense, mais tout ça, c'était déjà existant. En fait, on avait pris des décisions nous avant qui étaient déjà orientées dans ce sens-là. Ça veut dire que, alors, perte de vitesse du fashion, ça m'intéresse. C'est-à-dire, le retail et la mode, c'est fini. Non, c'est pas fini, mais je pense que c'est surtout la notion de surconsommation ou de volonté de renouveler sans cesse au niveau des clients où la demande est plus faible. Je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause un petit peu de ce que les gens ou de ce que les clients vivent comme une surconsommation, quoi. Ouais, ce qui était le modèle Zara, par exemple, avec une rotation très, très, très rapide de l'ensemble des collections. Il va falloir se ralentir là-dessus. C'est Même meilleur, si je reprends votre portefeuille, c'est meilleur pour Sandromache que pour Zara, finalement. Ben, non, parce en fait, globalement, ça a amené Zara, la force, c'est la capacité de réagir très vite. Et donc, ils s'en sont sortis plutôt bien parce que pas de stock qui reste, etc. Donc, le modèle de gestion rapide n'est pas celui qui est remis en cause. Ce qui est remis en cause, c'est la consommation totale de vêtements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on se dit, ben, j'ai pas besoin de tout ça et donc j'en achète moins. Mais les gagnants sont toujours les mêmes. Ça change pas les gagnants. Mais ça change un tout petit peu parce on a vendu beaucoup chez Marks Spencer de pyjamas, etc. Parce que ben, la partie à la maison, les gens sont restés à la maison. Donc il y a un petit changement, mais sinon sur les gagnants, ça change pas trop les gagnants parce que le fait d'avoir une supply chain réactive, d'être capable de réagir au plus vite, fait toujours gagner, quoi. Ah, le pyjama Marks Spencer comme gagnant de la crise, je ne l'avais pas eu Oui. celui-là Ah, encore. définitivement le gagnant. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, c'est un acquis. C'est-à-dire, on va pas non plus renouveler les pyjamas tous les 3 mois, quoi. Ils sont là pour un petit Ben oui, moment. mais Le quand on le met stock de plus pyjamas est souvent, fait, là. mais quand on le met plus souvent et qu'on reste en pyjama en dessous et qu'on met que donc on doit le changer plus souvent. J'ai presque envie de vous demander de vous lever là pour savoir ça. Non, Bon, je suis au bureau, je alors, suis au bureau. si on prend, alors, par exemple, une marque comme Ikea, la façon dont vous gérez les choses aujourd'hui, c'est-à-dire, vous êtes comme un franchisé, vous prenez l'ensemble des impulsions de la marque et vous n'avez pas votre mot à dire,
ou il y a du dialogue et de la discussion vu l'importance de ce que vous représentez? Alors, bien évidemment, la marque, et selon les marques, c'est plus ou moins, il y a plus ou moins de dialogue et plus ou moins d'adaptation, mais avec Ikea, en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On profite de l'expérience d'Ikea mondiale, de la développement des produits, etc. Et puis, on les localise. Et c'est extraordinaire de voir que c'est les mêmes produits qu'en France, mais avec des room sets. Si vous venez à Dubaï, vous allez voir que les mises en valeur du meuble sont différentes et ça donne un côté très local avec des meubles qui sont les mêmes. Et donc, ça montre toute la force de la décoration, de la capacité des équipes de s'adapter. Mais on est capable, avec des produits qui sont les mêmes, hein, le catalogue, on a 15% de gamme qui sont propres à nous, mais c'est pas significatif sur le total. Mais par contre, dans la façon de les mettre en valeur, la façon de faire la décoration, la façon de mettre la taille des expos, on arrive à vraiment localiser le produit et je trouve que les équipes là-dessus font. J'étais la semaine dernière Toujours local, au ça veut dire, Caire. Régis, les équipes, c'est-à-dire c'est des… Ouais, toujours local, forcément. Alors, bien évidemment, sur Dubaï et sur l'UAE, en fait, il y a 90% d'expatriés, donc ce Non, qui est mais quand je dis local, local, c'est-à-dire c'est des équipes qui sont oui, forcément en phase avec ce qui se passe dans le pays, en fait. C'est tout ça à l'idée, fait. quoi. Ouais. On visite des maisons, on visite les maisons de nos clients, on essaie de voir comment ils sont utilisés les meubles. Et donc, quand on est en Égypte, la semaine dernière, on ouvrait un magasin Ikea en Égypte, hein, et c'est extraordinaire de voir, ils recréent des intérieurs de maisons égyptiennes tout en utilisant des meubles Ikea et en localisant et en mettant la déco, on arrive à en faire quelque chose qui est très localisé. Et là, Ikea vous fait confiance et vous laisse faire. Oui, et ça, Ouais. c'est nous qui le faisons. Ça, c'est vraiment notre expertise à nous. Nous, on amène l'expertise, la gestion humaine, de tous les services. Par exemple, ici, il y a beaucoup plus de services chez Ikea. La partie faire les plans, les livraisons, etc., c'est venu très après. Nous, on a commencé par ça parce qu'ici, le niveau de service est plus élevé. Donc, on fait l'installation, etc. On fait beaucoup plus de choses que ne fait Ikea. Donc, toute cette partie-là, on l'adapte de façon à ce que le format soit gagnant dans nos pays. Le niveau de service est plus élevé. Ah oui, largement, Dans oui. le retail des pays dans lesquels vous opérez aujourd'hui, le niveau de service est plus Oui, élevé, oui, Régis. oui, 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 beaucoup plus élevé et plus qualitatif. Et ça, c'est parce que, évidemment, il y a. Mais je sais pas, justement. Enfin, je sais que je crois que vous souhaitez vous développer en Afrique, enfin, un peu aller voir un petit peu ce qui se passe. Et là, Amazon n'y est pas, franchement. Sur les pays où vous êtes, là, si je regarde par exemple l'Indonésie, Amazon existe ou ils sont pas encore sur ces pays-là Alors, Amazon est très présent sur le Moyen-Orient, vu qu'ils ont racheté un des acteurs, donc ils sont leaders du marché sur le Moyen-Orient, donc ils ont une grosse base installée. En Asie, c'est plus Alibaba qui est le Ouais. principal concurrent. Donc, en fait, le monde est un peu divisé en deux, avec d'un côté, on va dire, les États-Unis, l'Europe, jusqu'au Moyen-Orient, où c'est un monde Amazon, et puis de l'autre côté, dès qu'on passe de l'autre côté, on arrive. Alors l'Inde est entre les deux, vu qu'il y a une bataille entre les deux en Inde, et puis après on passe sur le monde Alibaba. Vous êtes sur la ligne de front. Et alors, est-ce que cette qualité de service, justement, elle permet des stratégies de résistance qui sont plus efficaces que celles que on peut avoir en Occident ou que vous avez pu essayer de bâtir en France? Non, je Pas pense que forcément, non, c'est pas le sujet, pas, quoi. pas forcément. Je pense que euh, c'est c'est l'accès aux produits qui est plus compliqué ici. Donc l'importation des produits, la logistique qui fait qu'il y a une barrière à l'entrée qui est plus élevée. Je pense c'est ça qui protège plus parce que c'est vrai que en Europe on va avoir un choix qui est plus facile d'un point de vue logistique. C'est-à-dire que les marchés étant grands, on peut localiser beaucoup de produits. Amazon faire du next day sur beaucoup de produits ici, c'est plus compliqué parce que c'est des petits marchés. C'est une somme de petits marchés. Donc, au Ouais. total, c'est un gros marché, mais c'est une somme de petits marchés. Donc, la capacité à faire du J+1, si vous n'avez pas le stock dans le pays, c'est très compliqué et plus compliqué, quoi. Alors, c'est moins vrai. Et c'était moins vrai sur Dubaï. Dubaï, vous êtes capable d'avoir des colis. Vous pouvez faire une commande sur Internet aux US et l'avoir en 3 jours au moment où il y avait beaucoup de vols. Maintenant, c'est un peu, vu qu'il y a moins de vols, c'est passé à une semaine, mais il y a beaucoup de cross-border. Donc, en fait, tous les Chinois font du cross-border, n'opèrent pas directement. Donc, avec des niveaux de service plus faibles, ce qui vous laisse plus de possibilités de vous différencier par la livraison et par le fait d'avoir le stock.
Bon, il y a une French touch dans la façon dont vous gérez les choses, dont vous managez, dont vous administrez ce groupe très important, Régis? Je ne sais pas, je pense que ça a permis aussi à des marques françaises de se développer ici, parce que dans mon portefeuille, j'ai pas mal de marques françaises, donc, et on Et discute vous en avec… faites vous essayez au maximum justement de jouer cette carte-là? Non, mais on essaye Non. toujours. Bah, je suis français et c'est vrai on a cœur à mettre en valeur ce qu'on fait bien dans notre pays. Vous continuez à suivre l'actualité retail un petit peu à travers le monde. Vous avez vu nos aventures Carrefour Couche-Tard, là, si je vous demande votre sentiment là-dessus, ça vous inspire Ah, quel commentaire, Régis? ouais, je trouve que c'est dommage pour Carrefour. C'est une très très belle enseigne et je trouve que Carrefour, ça ne devrait pas être une proie, ça devrait être un prédateur. Ouais. Et vous les connaissiez, les Canadiens de Couche-Tard, vous? Oui, forcément. Je pense que Non? personne, non, je pense que personne. Des gens qui opèrent des stations-service, franchement, enfin, Mais est-ce que votre sentiment, c'est que ce monde de la grande distribution aura besoin… On redonne les chiffres parce que quand même, il faut les avoir en tête, hein. Vous avez le géant considérable Walmart à 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, vous retombez… Alors évidemment, vous avez Amazon qui se balade autour des 200 milliards. Et ensuite, vous avez pas mal de groupes comme ça qui sont autour des 100, 150 milliards, ce qu'aurait été d'ailleurs Carrefour Couche-Tard. Vous pensez qu'on va vers de la consolidation justement à l'échelle mondiale? Moi, je trouve très intéressant ce que vous me dites sur l'idée finalement de réflexes et de comportements qui sont les mêmes peu ou prou sur les marchés que vous opérez. Et donc, il y a bien une classe moyenne mondiale là, où il pourrait y avoir forcément des économies d'échelle. Comment est-ce que vous regardez les choses? oui, après c'est la capacité, on le voit bien, hein, Ikea aujourd'hui, il a besoin de partenaires franchisés. Donc, la capacité à localiser le produit, elle est quand même clé. Donc ce modèle-là, après, vous pouvez le faire sous la forme de partenariat ou la forme d'acquisition, mais la capacité de localiser quand même vos gammes, votre façon de faire du business, elle est quand même importante. Donc, je pense que acheter pour acheter, Walmart l'a bien compris, hein, il est resté… Walmart, je trouve que c'est un bel exemple que n'a pas su faire Carrefour. Il a pris le digital plutôt que d'essayer de se multiplier sur les pays. Il a pris le digital, il a mis les moyens. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il reste une guerre qui n'a pas été gagnée, qui n'a pas été perdue, c'est l'alimentaire, quoi. Et Amazon n'y a pas été. Donc, et le pari de Walmart, quand on discute avec eux, c'est vraiment de dire au travers de l'alimentaire, si je capture l'alimentaire, je regagnerai le non alimentaire. Pourquoi? Parce qu'on achète de l'alimentaire toutes les semaines, et donc je connaîtrai mieux mon client qu'Amazon, et je vais le reprendre. Et aujourd'hui, ce qui se joue aujourd'hui aux États-Unis, c'est cette guerre-là. Ce que vous aviez peut-être compris avec Monoprix quand vous aviez lancé l'alimentaire de Monoprix sur Amazon, mais c'était une autre époque, hein, Régis. Oui, oui, parce que et je pense que vraiment c'est cet enjeu-là que Carrefour doit prendre parce que si vous avez l'alimentaire, vous avez gagné à long terme, quoi. Bon, vous y êtes pour un moment à Dubaï? Oui, on ne sait jamais, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Régis, en tout cas. Merci Merci, merci, pour ce moment que vous nous avez accordé et bonne journée, bonne fin de journée, toute fin de journée à Dubaï. Et nous, on merci. continue. Les amis, on se retrouve demain sur Bismart. Bonne soirée à vous.